Donc, je vous explique. Ce soir, je vais vous parler d'un cas clinique. C'est une patiente que j'ai vue. Si quelqu'un peut me faire un retour son, ce serait parfait. Donc, salut Kylian. Tac. Donc, le cas clinique, c'est une patiente que j'ai vue qui me consultait parce qu'elle avait des rachialgies. Donc, je vais vous faire un petit point sur le contexte déjà. C'est une femme de 27 ans qui a une lombalgie haute. Donc, déjà, vous dites, OK, une lombalgie haute, ça pue un peu. Et parce que, autant les lombalgies basses, c'est ultra fréquent, autant les lombalgies hautes, même si c'est assez fréquent, il y a quand même des risques que ça puisse être lié à autre chose que effectivement juste des problèmes genre un disque qui est irrité ou quoi que ce soit d'autre et qui pourrait être tout à fait bénin. Donc la probabilité est déjà un peu plus haute que ça. Cette patiente, elle vient vous voir dans un contexte particulier. Donc elle a commencé un travail 1 mois et demi après son accouchement. Et c'était un supermarché de ses parents, donc elle était vraiment salariée par ses parents, mais c'était dans son supermarché. Et il y a des douleurs qui sont apparues en soulevant un pack d'eau. En fait, c'est pas vraiment un pack d'eau, c'est carrément elle soulevait plein de choses, qui fait que le soir, elle avait des douleurs atroces dans le dos, et du coup, le lendemain matin, les douleurs étaient encore très présentes, jusqu'à ce qu'elle se remette en route. Elle se sent fatiguée parce que genre, elle dort que 7 heures par nuit. Et pour elle, c'est pas assez parce que elle pense qu'il lui faut 8 heures pour être en forme. Et là, effectivement, elle est pas en forme. En tant que médicament, elle prend du naproxène, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, et du pantoprazole, qui est un inhibiteur de la pompe à protons. Donc, c'est pour limiter l'acidité de l'estomac qu'on a quand on prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Elle n'a pas d'antécédents notables. En tout cas, rien indiqué dans l'anamnèse. Elle boit une fois tous les 2 mois. Donc, niveau alcool, elle est bien. Elle ne fume pas. Elle a passé une radio, mais elle n'a pas les résultats. J'ai pas trouvé de signe vésico-sphinctérien en lui posant des questions. J'ai pas trouvé de signe de la queue de cheval ou quoi que ce soit. Et là, actuellement, au niveau social, elle a un arrêt de travail. Et c'est important, son arrêt de travail ne lui pose pas de soucis au niveau de ses revenus. Donc, elle n'est pas, on attend, elle risque pas de reprendre trop tôt le travail, ce genre de choses. C'est important. Elle a le temps de prendre ce qu'il faut. Donc, cette patiente-là, son motif de consultation, c'est que quand elle travaille en fin de journée, c'est très douloureux une fois qu'elle est au repos. Et le réveil, il est vraiment super compliqué. Donc vraiment, le matin, c'est très dur. Ça lui fait une barre dans le dos assez douloureuse. Elle a déjà connu ça. Elle a déjà connu une histoire de barre dans le dos, mais là, cette fois-ci, l'intensité est beaucoup plus forte que la fois d'avant. La douleur l'empêche de respirer. Donc voilà. Et du coup, elle a quelques croyances. Donc elle pense qu'elle a trop forcé. Elle pense qu'elle a pas la bonne technique de portage. Elle dit qu'il y a pas mal de nœuds dans son dos. D'ailleurs, quand elle a consulté l'ostéopathe, lui a trouvé plein de nœuds et tout ça. Et donc, elle dit, faudra peut-être voir un kiné pour vous muscler. Elle pense quand même qu'en quelques semaines, ça va être réglé, son histoire. Et donc, son objectif, c'est de pouvoir porter des packs d'eau confortablement. Et elle pense que pour ça, peut-être que ça pourrait être bien de faire comme avec l'ostéo, donc de faire un peu des manipulations et ce genre de choses. Vous faites un examen clinique. Vous testez faites un examen de neuro parce que c'est pas idiot dans le cadre de lombalgie, dans le cadre de toute douleur d'ailleurs. Vous trouvez que les réflexes ostéotendineux au niveau patellaire et aquilien ils sont normaux. Vous êtes quelqu'un de zélé comme moi parce que c'est moi qui le fais, donc forcément c'est zélé comme moi. Vous faites des tests même pour la myopathie cervicale, donc vous testez le réflexe d'Hoffmann, vous testez le réflexe brachioradial pour voir s'il n'y a pas un supinateur inversé, et tout est OK. Vous faites la sensibilité au pinceau, à la roulette de Wartenberg, c'est OK aussi. Il n'y a pas de perte de force dans les membres inférieurs. Les douleurs sont reproduites par l'extension lombaire. C'est tout ce que j'ai fait en examen clinique. Du coup, là, la question que je vous pose, c'est avec ces informations-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous occupez de cette patiente parce qu'il n'y a pas de signe d'inquiétude? Ou il y aura un tout petit peu de signe d'inquiétude, donc du coup, vous occupez de la patiente, mais vous êtes vraiment vigilant sur certains trucs. Et du coup, à quoi vous êtes vigilant? Vous avez quelques signes d'inquiétude, donc vous décidez de référer au médecin, ou même des signes d'inquiétude qui font que vous décidez de référer à un service d'urgence. Alors, ceux qui sont là, je sais pas si vous avez déjà des idées là-dessus ou pas du tout. Et je vais vous expliquer un petit peu mon avis sur le sujet, ce qu'on a fait et comment ça s'est passé. Et du coup, voilà. Alors, tac, tac. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds? Est-ce que vous êtes chaud patate? Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le cas clinique depuis le début, c'est une patiente qui a du coup des douleurs dorsales. Ces douleurs dorsales, douleurs lombaires hautes, qui sont apparues suite à un port de charge dans un contexte de puerperium. Donc, elle était à la fin de son puerperium et elle était KM. Et du coup, ces douleurs-là, elles répondent à des douleurs un peu mécaniques, on va dire. Quand elle va stimuler, après, elle va avoir une sorte d'inflammation ou je sais pas trop qui va frapper, qui va faire que au repos,
elle va avoir des douleurs qui vont être intenses. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'occuper de cette patiente? Est-ce qu'il faut la renvoyer? OK. Est-ce qu'il y a quelques signes d'une patho-inflammatoire sous-jacente? En dehors de la douleur que j'ai définie là, il n'y a pas de signe de patho-inflammatoire sous-jacente. Donc, il n'y a pas de rougeur, chaleur, tuméfaction, il n'y a pas d'uvéite, il n'y a pas de dactylite, il n'y a pas d'antésopathie à d'autres endroits du corps. Il y a vraiment pas de signe de patho-inflammatoire sous-jacente. Tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça? À première vue, peu de signes d'inquiétude. Donc, on n'a pas peu de signes d'inquiétude. Alors, quel serait ces peu de signes d'inquiétude selon vous? OK, donc cette patiente-là, qui a peu de signes d'inquiétude, qu'est-ce que ça pourrait être ces peu de signes d'inquiétude et sur quoi il faudra faire un petit peu attention? Moi, je pense qu'il faut faire attention avant de s'occuper de cette patiente-là. Et d'ailleurs, peut-être pas faire de manipulation. En fait, sa patiente, je vous ai dit que c'est un contexte où elle a repris une activité après la grossesse. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, pour être précis, je sais plus exactement ça faisait combien de temps. Il me semble que c'était là, ça fait plusieurs mois qu'elle a des douleurs. Et en fait, elle a repris l'activité un mois et demi après la grossesse. Et c'est en faisant un port de charge c'est en faisant un port de charge qu'elle a eu du mal et qu'elle a déclenché un peu les douleurs et ce genre de choses. Donc, il faut savoir que après une grossesse, il y a un truc qui se passe régulièrement. Tac, tac, tac. On parle des changements hormonaux de grossesse. Ouais, mais il y a ces changements d'hormones de grossesse font que ça peut déclencher une ostéopénie. Et donc, du coup, là, il y a pas de signe de gravité et quelques fausses croyances selon vous. Faut quand même vraiment faire attention. Le fait qu'il y ait une ostéopénie, ça peut quand même être un signe que, il pourrait y avoir, au moment d'avoir fait un boulot où elle a beaucoup de port de charge, elle aurait pu faire une fracture, tassement, ce genre de choses. Et donc, dans ce genre de cas de figure-là, on va pas, il y a des radios. Donc, je pense qu'il faut faire très attention aux radios. D'accord? Donc, du coup, comme elle les a pas avec elle, je vais attendre qu'elle les ramène pour vraiment m'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas obligé de la renvoyer chez le médecin. On peut tout à fait commencer des traitements. Donc, on peut faire des traitements qui sont peu impactants. Donc, par exemple, des exercices isométriques, ce genre de choses, au cas où il y aurait quelque chose. Ou alors même, cette patiente a les attentes de thérapie manuelle, de s'occuper des nœuds. Rien n'empêche de faire un massage des muscles, ce genre de choses, en attendant que effectivement, elle nous donne les résultats de ses examens. Quelqu'un qui dit, je pense que c'est une douleur mécanique avec quelques pics inflammatoires. Donc, je pense qu'on peut commencer le traitement, mais garder un œil sur l'évolution de la pathologie. Ok, eh ben oui, garder un œil sur l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on va surveiller du coup? Ouais, c'est pas un ostéoporose parce que ostéoporose, c'est le nom qu'on réserve au risque de. L'ostéoporose, c'est le nom qu'on réserve qu'est-ce que je voulais dire, au cas d'ostéopénie, mais en lien avec l'âge. Donc, ça, c'est ok. Et donc, du coup, cette patiente-là, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller? Déjà, si la douleur, elle varie peu. C'est-à-dire qu'en gros, on fait un traitement et l'évolution, elle est pas là. Donc, on va vérifier ses radios et ce genre de choses. Et une fois on a la radio, on pourra dire, OK, c'est nickel, ça se serait vu aux radios s'il y avait eu, du coup, une fracture tassement au moment de la prise en soin. Est-ce que c'est OK pour vous, tout ça? Et dites-moi si c'est le cas. Très bien. De manière générale, il faut bien penser à ça, hein. C'est que vous avez des patients qui viennent vous voir et il y a des risques qu'ils aient de l'ostéopénie. Donc, c'est quoi les choses qui peuvent déclencher de l'ostéopénie? Qui peuvent déclencher des risques d'avoir des blessures dans les tissus, dans des fractures et ce genre de choses. Donc, on a la prise d'anti-inflammatoires stéroïdiens, donc les corticoïdes, ce genre de choses. On a la prise de certains médicaments. Donc là, pour le coup, elle n'en a pas eu pendant la grossesse, mais elle aurait pu avoir de l'héparine, un anticoagulant qui est un des rares qu'on peut donner pendant la grossesse qui n'affecte pas le fœtus, le bébé, ce genre de choses. Et donc du coup, ces anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'héparine, ça, on sait qu'il y a des signes comme quoi ça peut augmenter les risques d'ostéopénie. Il y a plusieurs trucs qu'on peut demander encore sur le régime alimentaire. Il y a certaines personnes qui ont un régime alimentaire particulier qui peuvent entraîner des risques d'ostéopénie. Donc, par exemple, tout simplement des personnes qui sont anorexiques. J'ai dit régime alimentaire, mais c'est pas forcément ça, c'est du comportement alimentaire. Donc, des personnes qui vont avoir sous-alimentation. Et parmi les personnes qui se sous-alimentent, il y a un type particulier de personnes qui se sous-alimentent, c'est aussi les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool. Donc, tout ça, ça peut entraîner des risques d'ostéopénie. Il y a certains médicaments, notamment dans le cadre de cancer, par exemple, de chimiothérapie, qui peuvent entraîner des pertes de minéralisation osseuse, on va dire, entre guillemets. Il peut y avoir des troubles thyroïdiens qui peuvent aussi déclencher l'ostéopénie. Alors, je suis plus trop sûr si c'est l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie. Faudrait que je revérifie. Et du coup, tout ça, c'est des choses qu'il faut évaluer dans l'anamnèse pour être sûr de ne pas rater. OK. Donc vraiment, là, c'était un tout petit live.
pour juste maintenir le truc, pour pas que je perde la main et que je saute 2 semaines et puis après je m'y remette pas. Donc du coup, c'est OK. Tu sais à partir de quel dosage en temps ou quantité les risques sont significatifs pour les anticoagulants et les corticoïdes? Alors, les anticoagulants, j'ai pas les chiffres, mais à partir du moment où tu as eu de l'héparine, tu dois rester vigilant. Surtout, pas tous les anticoagulants, hein, juste l'héparine. Et notamment encore plus chez quelqu'un qui est déjà en ostéopénie comme la grossesse. Et pour les corticoïdes, il me semble que c'est des corticothérapies au long cours qui, du coup, vont faire exactement comme pourrait faire un des troubles thyroïdiens. La cortisone va avoir des effets sur tout ce qui va être du coup absorption calcique et ce genre de choses. Et donc du coup c'est les corticothérapies au long cours, donc tout ce qui va être des personnes qui vont avoir des problèmes pulmonaires, qui vont prendre du sérétide, des personnes qui vont avoir des traitements qui vont durer un peu plus de 3 mois, je crois. J'ai bien je crois pour la durée. En tout cas, c'est le long cours qui va être intéressant. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que on arrête là pour ce live express. La semaine prochaine, ce sera encore un petit live express. J'ai joint la page, le lab RTNP, là, je sais plus trop quoi, qui font sur les réflexes archaïques. Et donc, c'est souvent qu'on m'envoie leur publication en message privé pour me demander ce que j'en pense. Et moi, j'en pense que j'en pense rien. Donc, j'ai aucune idée, vraiment aucune idée de leurs prétentions thérapeutiques, de pourquoi ils font certaines choses et tout ça. Et je me suis dit, ça, vas-y, c'est le moment. En fait, on va en discuter avec eux, parce que j'ai cru comprendre que certains, ils n'arrivent pas à avoir du coup de réponses aux questions, ce genre de choses, et la forme est pas spécialement adaptée. Donc là, je pense qu'en live, l'idée, c'est qu'on va pouvoir discuter, on va pouvoir un peu comprendre pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Et si moi, ils m'ont dit oui. S'ils changent pas d'avis, on verra ce que ça va donner. Mais du coup, on va voir ensemble, du coup, qu'est-ce qu'ils entendent par réflexe archaïque. Enfin, on sait déjà ce qu'ils entendent par réflexe archaïque, mais comment ils pensent intégrer ça dans leur traitement. Et en soi, moi, je vous fais, je trouve intérêt à ça. Et fin janvier, du coup, le dernier mardi de janvier, je ferai un live avec Marguerite Dontanville sur, si je me trompe pas, comment on a voulu intituler le live, c'est est-ce qu'il faut corriger les croyances des patients, un peu un truc de. Ça va être l'occasion de poser des questions sur tout ce qui va être consentement, éthique, et pour les côtés pratiques aussi de tout ça. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Ça va être un gros boulot. Marguerite Dontanville qui a écrit avec moi le guide d'éducation à la douleur et du coup qui a fait un podcast qui peut être intéressant pour vous sur le consentement et on reprendra une des grandes parties de ce podcast, je pense, dans notre live. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous souhaite une agréable, pour ceux qui font ça à accompagner en famille, d'agréables moments où vous pouvez bosser votre entretien épistémique. Apprenez à ne pas clasher. Et sinon, pour les autres, je vous souhaite de bonnes chances, un agréable moment également, loin de toutes les disputes familiales. Bonne soirée.